Azeb, Raphaël et Michel, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Catherine. Donald Trump qui vient d'arriver à Rome, il est là pour les funérailles du pape demain. Il risque de croiser Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky d'ailleurs. À quoi s'attendre, Azeb? Écoutez, Volodymyr Zelensky n'a pas confirmé qu'il allait être là. Ce serait peut-être son ministre des Affaires étrangères qui va se rendre aux funérailles. Il aurait des rencontres militaires à Kiev, donc c'est possible qu'il n'y sera pas. Mais en tout cas, c'est la deuxième sortie, si vous voulez, de Donald Trump. Vous savez, il s'était rendu à Notre-Dame de Paris et là, c'est vraiment son deuxième voyage à l'étranger. Il risque de rencontrer les leaders européens. Il a dit dans l'avion, il a donné une très courte entrevue en disant qu'en fait, il y va pour des funérailles et que ce serait peut-être inapproprié de discuter d'autres choses, de politique pendant les funérailles du pape François. Mais certainement que dans les coulisses, il va y avoir des tractations, on peut s'y attendre. Raphaël? Bien, ce qui est surprenant là-dedans, évidemment, personne ne pouvait anticiper avant les tout derniers moments que ça serait exactement maintenant que ça aurait lieu, le décès, donc les funérailles. Mais M. Trump n'avait pas prévu un voyage de la sorte en sol étranger, certainement pas un voyage diplomatique avant le premier voyage qui, lui, était prévu en Arabie saoudite dans au moins quelques semaines. Donc, c'est pas surprenant d'entendre ce qu'Azeb mentionnait il y a un instant, c'est-à-dire qu'il ne veut pas nécessairement ouvrir le jeu d'emblée et dire on va aller parler de politique, de tarifs et de relations internationales. On verra ce que ça va donner, mais très certainement, il y a plusieurs interlocuteurs potentiels qui vont vouloir lui parler et pas nécessairement avec des termes entièrement élogieux. Non, parce qu'il n'a pas rencontré ces personnes-là, il les a pas croisées depuis, justement, toute cette saga des tarifs. Michel, c'est entre autres l'Union européenne, là. Il doit penser que les funérailles du pape sont quand même pas l'endroit où on va faire des négociations commerciales. Je pense que ça tombe sous le sens. Mais c'est souvent dans des brèves rencontres qui se passent à l'occasion d'événements comme ceux-là qu'on peut jeter des ponts, qu'on peut commencer une négociation, qu'on peut ouvrir des dossiers. Et je pense que c'est ça qu'il veut faire. Et d'autre part, soyons clairs, là, M. Trump aime bien être dans un rassemblement de gens riches et célèbres et des funérailles papales. C'est un beau rassemblement de ce type. Un petit point aussi très rapide qu'on dirait que tout le monde a oublié. La première fois que M. Trump, comme candidat politique en 2016, avait parlé du pape, c'est parce que le pape l'avait critiqué pour sa politique migratoire. Et ce que Trump avait fait à l'époque, à l'aube de la primaire de la Caroline du Sud, c'était de prédire que le Vatican serait attaqué par l'État islamique. On peut simplement espérer que le ton va être différent pour les funérailles de demain. Moi, je pense, oui, en effet. New York Times qui sort un nouveau sondage, justement, sur la présidence de Donald Trump. On va aller voir un premier tableau. Êtes-vous satisfait ou insatisfait de la présidence? Donc, 42 des répondants qui se disent satisfaits, 54 qui se disent insatisfaits. Et on a demandé aux électeurs de décrire le second mandat du président Trump. Voyez les termes. Chaotique, 66 effrayant, 59 passionnant, 42 Azeb. Oui, voilà, ça décrit tout à fait ce qui se passe. Vous savez, c'est ces 100 jours qui seront célébrés, commémorés, je ne sais pas trop quel terme Qui s'en utiliser. viennent, là, oui. Voilà, mercredi prochain. Donc, c'est un peu à l'état des lieux. Donc, on peut voir au niveau de l'économie toutes ces montagnes russes quand il y a eu les tarifs réciproques, les tarifs contre beaucoup de pays, contre des alliés comme le Canada, par exemple. Donc, toutes ces politiques-là n'ont pas été très populaires, ou même on regarde la question des migrants. Vous savez, ce migrant qui a été envoyé au Salvador, c'est pas très populaire au sein des Américains. On a l'impression qu'en fait, Donald Trump ne respecte pas vraiment les institutions. Il ne respecte pas la décision de la Cour suprême dans le cas de Kilmar Garcia qui a été envoyé au Salvador. Donc, il y a une espèce d'insatisfaction. Mais ce que les gens retiennent surtout, c'est qu'économiquement, les choses ne vont pas si bien que ça. Donald Trump avait promis que voilà, quand ils vont aller faire leurs courses, ça va coûter beaucoup moins cher. Et puis finalement, la réalité, c'est que non, ça coûte très cher. Et puis en plus, ça risque de coûter même plus cher avec tous ces droits de douane. Et puis il y a le bras de fer avec la Chine quand même, il faut quand même le dire. C'est 145% de droits de douane que les États-Unis veulent imposer. Et ça, imaginez, vous allez chez Walmart, la plupart des produits, c'est made in China. Donc ça va vraiment affecter les gens. Les gens voient ça, ils se disent, bon, finalement, est-ce qu'il tient pas, non seulement il ne tient pas ses promesses, mais ça risque d'empirer. On parle de récession, risque d'inflation. Donc, c'est pas très positif tout ça. Est-ce que c'est ce que vous entendez autour de vous aussi, Azeb? Vous vivez aux États-Unis, là?
Oui, absolument. Écoutez, les gens, vous savez, ils font leurs courses, ils trouvent ça cher. Et les gens qui ont voté pour lui, encore, certains disent, écoutez, il y a une dame qui nous disait au Kentucky qu'elle soutiendra toujours Donald Trump, même si, par exemple, la voiture qu'elle allait acheter, le SUV qu'elle voulait acheter, allait lui coûter 6 000 à 7 000 dollars de plus. Elle dit, écoutez, il fait son possible, il pense à nous. Mais peut-être que dans quelques mois, quand les choses vont peut-être être encore plus dures, si on parle vraiment de récession, et on sent quand même une inquiétude, autant chez les démocrates que chez les républicains, là, oui. Michel C. Il y avait un sondage de la société Pew qui est très respecté aux États-Unis, qui est sorti à peu près en même temps pour les mêmes raisons là, sur les 100 jours. Et au point économique, c'est vraiment là que les gens ont une grande inquiétude, que les choses vont aller plus mal au cours des prochains mois, que l'inflation ne se résorbera pas et ont des gros doutes sur, d'une part, les politiques économiques de M. Trump, à commencer par les tarifs, et d'autre part, et ça c'est la première fois que je voyais ça, sur la compétence des gens qui travaillent pour M. Trump. Puis il y a des gens qui ont été nommés là. Vous savez, le ministre de la Défense, son fait d'armes, c'est d'avoir été dans l'armée et d'avoir été un animateur de Fox News. Ça ne fait pas nécessairement quelqu'un qui... et on dit qu'au Pentagone, tout va très mal actuellement. De la même chose pour Robert Kennedy à la santé, là, qui est toujours le même problème avec les vaccins et qui dit qu'il va trouver le remède pour l'autisme. Il y a une espèce d'atmosphère d'improvisation autour du gouvernement que les Américains sentent et n'aiment pas actuellement. Alors, ça aussi, ça va être un problème pour le président. Raphaël? Je crois qu'à la fois, Azeb et Michel ont vraiment mis le doigt sur le bobo pour M. Trump lorsqu'il est question du boulet économique. Et là-dedans, il y a une double ironie, Catherine, parce que, de un, c'est le facteur, on a passé des mois et des mois à le dire. À dire qu'il a gagné pour ça. Exactement. Et la deuxième ironie, c'est la suivante. C'est que dans le premier mandat de M. Trump, alors qu'il avait un taux d'approbation qui était relativement semblable à celui qu'on voit présentement, la question de la perception de sa gestion économique le tirait vers le haut. Autrement dit, ses scores économiques étaient presque toujours plus élevés que son score global comme président. Là, c'est exactement le contraire qu'on voit, c'est-à-dire que la perception économique le tire vers le bas. Dans le sondage de Fox, Michel mentionnait Pew il y a un instant, Fox aussi cette semaine, à l'aube des 100 jours, a diffusé un dernier sondage national. Le taux d'approbation de M. Trump sur la question économique, précisément, était à 38 Ça, c'est le pire score jamais enregistré pour un président en début de mandat. Et pour ce qui est du score global, le 42 du New York Times, le 44 de Fox, le 40 de Pew, dans tous les cas, on est maintenant très souvent sous la barre qui est historiquement fatidique, fatale pour un président sortant, des 45 Vous me direz qu'il y a plusieurs présidents qui, à d'autres stades de leur présidence, ont été moins populaires. Mais pas au début. Vrai. Exactement. Mais est-ce que ça pourrait continuer à descendre, Raphaël? Ça peut toujours continuer à descendre, comme ça peut remonter. M. Trump, on l'a vu dans les 4 années où il était là la première fois, a un taux d'approbation qu'on dit très inélastique, c'est-à-dire que ça ne bouge pas beaucoup. Mais encore une fois, les élections présidentielles et les élections aussi au Congrès se jouent typiquement à la marge. Donc, perdre 2, 3, 4 points. Et encore une fois, le faire en si peu de temps que ça, oui, ça peut changer, mais c'est certainement pas un signe encourageant pour lui, son équipe et son parti. Les premiers 100 jours, vous l'avez dit, le magazine Time qui publie aussi un grand dossier, grande entrevue avec le président Trump. On voit d'ailleurs la première page ici. Et là-dedans, bien, il est question du Canada. Je vais vous lire une citation de l'entrevue. On dit, il dit, en fait, le président Trump, je ne blague pas, le Canada est un cas intéressant. On s'occupe de tous les aspects de leur vie. Nous n'avons besoin de rien de la part du Canada. Le seul moyen pour que ça fonctionne vraiment est que le Canada devienne, devinez quoi, le 51e État, Azeb. Oui, et puis aussi, il y avait la question d'après, c'était est-ce que vous voulez être reconnu comme un président qui a agrandi le territoire américain? Et puis il dit, ça ne me dérangerait pas finalement si c'était le cas, que c'est aussi une question de sécurité. Il n'a rien dit de nouveau sur le Canada, il a encore dit cette semaine, il a dit que voilà, on paye le déficit budgétaire, on subventionne le Canada à coût de 200 milliards de dollars, on n'a pas besoin de leurs voitures, on n'a pas besoin de leurs bois d'œuvre. Ça, c'est quelque chose qu'il répète constamment. Mais on sent que voilà, Donald Trump... Il le dit, que ça ne le dérange pas si on le reconnaît pour agrandir l'Amérique. Il a également parlé du Groenland. Donc, c'est vraiment... il se révèle encore plus dans cette entrevue-là. Il a également parlé de Poutine. Ils ont parlé de la Russie, où il a dit est-ce que si jamais Poutine ne fait pas partie de la négociation, si c'était quelqu'un d'autre, est-ce que ça marcherait? Il a dit non, non. Donc, il soutient quand même Vladimir Poutine dans ses négociations avec la guerre en Ukraine.
Et donc, c'est quand même une entrevue extrêmement intéressante. Hein. Il s'est quand même confié pendant plus d'1 heure. Juste pour revenir en arrière sur... Vous savez, nous, ici à Washington, par exemple, il y a beaucoup de fonctionnaires fédéraux qui ont reçu là, ces lettres de Dodge, là, du département d'efficacité gouvernementale. Et je peux vous dire que dans la capitale américaine, il y a énormément d'incertitudes. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, qui ne savent pas vraiment où est-ce qu'ils vont se retrouver. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, de tristesse. Et vraiment, ils ne savent pas vraiment qu'est-ce que l'avenir leur réserve. Ça, ici, on le sent énormément, même si c'est une ville qui a voté à majorité 97% démocrate, on sent vraiment que voilà, les gens sont un peu perdus, je vous dirais, et que voilà, c'est pas très reluisant ce qui se passe ici. Qu'est-ce que vous pensez de l'article dans le Time Magazine, Michel C? Écoutez, les journaux américains ne remettent pas souvent en question les agissements et les déclarations du président. Mais parlons juste de, j'ai pas besoin de leur bois d'œuvre, j'ai pas besoin de leur pétrole, j'ai pas besoin de leurs automobiles. Pourquoi ils les achètent alors? La question est simple, mais M. Trump n'y répond pas. Ils achètent du bois d'œuvre canadien parce que ça coûte moins cher. Ils achètent du pétrole canadien parce qu'ils le raffinent à profit puis ils le revendent après. Alors dire on n'en a pas besoin d'eux, c'est pas vrai. D'abord, ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est que il y a toute cette notion de déficit commercial. Si on considère ça comme une subvention, c'est de l'économie plutôt créative. C'est pas une subvention. On achète plus parce que parce qu'on leur en vend moins. Puis il n'y a pas d'équilibre là-dedans qui est nécessairement souhaitable puis nécessairement une bonne chose. Et dire que le déficit commercial est une subvention, c'est complètement faux. Raphaël, je voudrais vous entendre sur ce qu'on a appris aujourd'hui. Le FBI qui a arrêté une juge au Wisconsin. On dit qu'elle est intervenue, en fait, pour empêcher l'arrestation d'un migrant. Je pense qu'il faut faire d'abord avant tout vraiment attention parce qu'il y a immensément de choses qu'on ne sait pas. Là. On réagit vraiment à chaud. Je crois que la réaction quasi universelle qu'on va avoir, surtout de notre côté de la frontière, ça va être de se dire, bien, pour une énième fois, clairement, il y a une transgression des normes. Donald Trump, encore une fois, qui flirte avec l'autoritarisme. On commence à arrêter des juges. C'est le réflexe que moi-même, très franchement, j'ai eu. Puis j'ai commencé à fouiller un petit peu. Et de ce qu'on en sait, l'histoire, elle est nettement plus complexe que ça. C'est-à-dire que le migrant en question avait déjà été expulsé une première fois. Il était aux États-Unis illégalement, avait été expulsé une première fois en 2013. Il est revenu illégalement aux États-Unis et était au tribunal parce qu'il avait attaqué violemment des personnes, à quel point il avait envoyé au moins 2 personnes à l'hôpital, avait frappé un type à une trentaine de reprises, l'avait étouffé. Histoire d'horreur était là pour une histoire de violence conjugale. Des agents fédéraux qui étaient là pour tenter de l'arrêter et de l'expulser arrivent au tribunal et la juge, je vais le mettre au conditionnel parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, aurait essentiellement permis à ce type-là de prendre la poudre d'escampette. Donc, il y a ça comme contexte. Est-ce qu'elle a violé la loi ou non? On verra. Mais je vous soumettrai ceci. Encore une fois, la situation et la réalité est souvent beaucoup plus grise que ce qu'on pourrait le croire. Et en 2019, pendant son premier mandat, il y avait eu une arrestation d'une juge au Massachusetts dans une cause qui n'était pas entièrement différente. Lorsque M. Biden est arrivé au pouvoir, quelques années plus tard, en 2022, on avait réglé hors cours. Et qu'est-ce qui s'était produit 2 ans plus tard? Avant que M. Trump revienne au pouvoir, la même juge avait été inculpée dans une autre cause extrêmement semblable, c'est-à-dire avoir tenté illégalement de protéger un migrant clandestin. Le point étant simplement ceci, 2 choses peuvent être vraies simultanément. Donald Trump peut être, comme je le répète depuis des années, la plus importante menace à l'interne pour la démocratie américaine. Et en même temps, c'est possible que dans certaines causes et certains cas, il ne soit pas le seul acteur à outrepasser ses pouvoirs. On verra donc en ce qui me concerne dans ce cas-ci. Oui, parce qu'il manque de détails, donc, Azeb, c'est ce qu'on comprend. Oui, voilà. En fait, les avocats, enfin les experts judiciaires disent qu'en fait, elle aurait commis un crime en essayant de faire passer cette personne en question par la porte normalement où passent les jurés, si vous voulez, pour sortir, pour qu'ils puissent s'évader. Donc ça aurait été un crime. Là où vraiment les avocats et beaucoup protestent, c'est que elle a été arrêtée, elle a été détenue, alors que c'est pas une personne, cette juge. Bon, elle a quand même 40 ans de métier en tant que juge, elle a 65 ans, extrêmement respectée dans la communauté. Le fait qu'elle soit
détenue alors qu'elle n'est pas du tout une personne à risque. Elle ne pourrait pas mettre le public en danger. Elle n'est pas non plus à risque de prendre l'avion et de s'évader. Donc, la façon dont elle a été arrêtée et détenue, ça a quand même provoqué énormément de colère, évidemment. Mais le fait qu'elle ait essayé de faire passer cette personne par cette porte, le faire sortir, là, on parle elle fait face à quand même 2 chefs d'accusation, dont entrave à une arrestation d'une personne qui était détenue, mais qui, comme le disait Raphaël, il avait été renvoyé en 2013. Il est revenu par d'autres voies irrégulières vers les États-Unis. Et là, il est en cours. Et là, elle a essayé vraiment, elle l'a aidé à s'évader, si vous voulez. Et ça, pour beaucoup, en tout cas ici, ce qu'on entend, c'est que c'est un crime. Oui, Michel? Mais il y a nettement de l'intimidation là-dedans aussi. Un juge, on sait où le retrouver, on sait que, on peut pas dire que c'est quelqu'un de dangereux pour la société. Quand on envoie des agents du FBI dans un tribunal pour arrêter un juge parce qu'on veut envoyer un message, c'est pas insignifiant là. Alors donc, et il y a toute cette tension larvée entre tout l'appareil de justice et la Maison-Blanche. On l'a vu avec un jugement de la Cour suprême il n'y a pas longtemps. Il y en aura probablement d'autres. C'est ça qui est l'atmosphère actuellement. Et c'est sûr que ça n'aide pas cette atmosphère-là, ça l'empire. Il y a eu la casquette MAGA. Il y a ici la casquette Canada n'est pas à vendre. Puis maintenant, il y a une nouvelle casquette sur le site du président Trump. Trump 2028. Raphaël. Et c'est là que je vais répéter ce que je disais il y a un instant. M. Trump continue à représenter, en ce qui me concerne, la plus importante menace interne pour ce qui est de la survie de la démocratie américaine. Parce qu'en principe, il ne peut pas être là en 2028. C'est pas simplement en principe. Bien, il n'a pas le droit, point barre. Voilà. Exactement. Et la Constitution est floue sur bien des points, on le sait, on devrait le savoir. Pas là-dessus. C'est noir et blanc. Et là, c'est pas simplement qu'on vend de la marchandise, c'est qu'on a commencé, le compte officiel de l'équipe politique de M. Trump a commencé à diffuser des photos, notamment dans les 24 dernières heures, du fils du président, Eric Trump, avec on la voit présentement. Je vous soumettrai simplement ceci, sans faire dans les prédictions apocalyptiques. On ne sait pas ce qui va se produire en 2028, mais le simple fait qu'on pose la question, ce n'est pas normal, ce n'est pas sain. Donc, ce que j'allais mentionner, c'est qu'on en a eu des cas dans l'histoire, malheureusement, de leaders qui avaient été élus démocratiquement et qui ont entraîné un basculement vers l'autoritarisme. Pensez à M. Chavez au Venezuela, M. Saïd en Tunisie, les exemples, il y en a d'autres. Je ne dis pas que ça va se produire, mais encore une fois, jamais avant M. Trump, on parlait de ça. Là, il faut en parler. Azeb? Si je peux ajouter, oui. En fait, Steve Bannon a dit que voilà, que c'est pas Donald Trump en fait qui veut se représenter une 3e fois, c'est tout son entourage et qu'il va devenir président en 2028. Mais il y a aussi le fait que beaucoup disent, dans ce cas-là, Barack Obama pourra aussi se présenter comme candidat contre Donald Trump. Et la question a été posée à Donald Trump et il a dit qu'il aimerait ça, que ça le dérangerait pas du tout. Donc on est vraiment dans des zones inédites. Là. Michel, quelques secondes pour conclure. Moi, j'ai l'impression que c'est juste parce qu'il y a une pièce à faire. Il y a quelqu'un qui est prêt à l'acheter, il va vendre la casquette. C'est un excellent mot de la fin. Merci beaucoup, Azem, Raphaël, Michel C. Merci. Bonne fin de semaine. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.